Nous avons installé la bêta d'iOS 13. Que penser des avancées du dernier OS de l'iPhone? Nous avons passé en revue toutes ces nouvelles fonctionnalités. Mais c'est surtout sur l'iPad que la transformation s'annonce la plus spectaculaire. Multifenêtrage, gestion des clés USB et disques durs. La tablette d'Apple s'apprête-t-elle à se muer en Mac tactile? Quid enfin de WatchOS 6 et tvOS 13? Débat! Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous invite à visiter notre site internet www.onrefaitlemacom. Non seulement vous retrouvez nos 338 émissions, mais également des news sur l'actualité d'Apple et de la tech en général. Je vous rappelle également qu'On refait le Mac est disponible en version audio sur iTunes, podcast sur iOS, mais également sur Spotify, Deezer et TuneIn. Et avant de vous présenter nos chroniqueurs, je tenais à vous remercier d'avoir été si nombreux pour notre live, la couverture en direct de la WWDC la semaine dernière. Merci pour votre fidélité. Nous allons revenir aujourd'hui sur les annonces principales de cette conférence en compagnie. En plateau, il n'a pas attendu la fin de notre direct pour installer la bêta d'iOS 13 sur son iPhone. Notre consultant en stratégie numérique, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour Damien, bonjour Didier, bonjour à tous. Donc tu as réfléchi comme un malade pendant toute la conférence, mais il a fallu attendre que tu le lendemain pour l'installer iOS 13. Oui, parce que c'était pas accessible totalement. Bon, ça marche bien, c'est stable? C'est plutôt pas mal pour une première version, oui. On va en parler ensemble en duplex. Avant de parler de duplex de Lausanne, on va parler de notre ami explorateur digital qui est en plateau, parce qu'il devait être en duplex, c'est pour ça que j'ai commencé ainsi, qui regarde désormais différemment l'iPad Pro depuis qu'il dispose de son propre OS. Damien Dany, notre explorateur digital. Bonjour Damien. Bonjour Olivier. Ben oui, en plateau pour une fois, ça change. Ça change. Un immense plateau, t'as vu ça? Immense, oui. Quelque chose immense sur l'image, mais tout petit dans les. Voilà, c'est la magie de la télé. iOS 13, très riche cette conférence. Oui, moi je suis grand fan d'iPadOS, on va en reparler dans quelques instants. Et en duplex de Lausanne et de la rédaction de Mac Forever, et lui il a installé les bêtas sur tous les appareils, ou presque partout, sur l'Apple TV, l'iPad et même l'Apple Watch. Didier Poulicheni, bonjour Didier. Salut Olivier, bah ouais, une belle keynote, hein, et franchement là j'ai pris beaucoup de plaisir à tester tout ça. Donc voilà, je pense qu'on attendait ça. Je pense qu'Apple nous a vraiment bien surpris. Et puis on va voir qu'il y a vraiment pas mal de nouveautés. Et je dis quand même un petit mot, installez pas les bêtas quoi, parce que l'autonomie, tout ça, c'est quand même pas terrible. Il y a plein de trucs qui marchent pas quand même si c'est très tentant, même s'il y a beaucoup de choses cette année. C'est vrai que nous on vous les fait découvrir. Et je pense qu'il faut se contenter de ça quoi. Qui a installé les bêtas notamment sur son Mac. On va parler que d'iPad, d'iPhone cette semaine, WatchOS, tvOS. On parlera du Mac et surtout du Mac Pro la semaine prochaine. Et puis j'oubliais bien sûr notre community manager, Virgile Perron. Bonjour Virgile. Salut Olivier, salut tout le monde. Ça va bien? Ça va, ouais, dans ma cave, tranquillement. Bon, tu es bien amusé avec... Oui. Oh, il est juste à côté dans l'amphithéâtre de 42, c'est pas gentil, mais c'est vrai que c'est son. iOS, on a vu ça ensemble, on l'a installé sur ce magnifique iPad, on va en parler. L'iPad, c'est assez pratique pour faire les démos, vous verrez ça tout à l'heure. Avant d'aborder avec toi Virgile le sondage de la semaine, un mot sur notre sponsor SanDisk qui a conçu la Xpand Flash Drive, qui c'est une clé à brancher sur le port Lightning de votre iPhone pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go. Et y stocker vos photos, vidéos ou films pratiques. On peut enregistrer directement un cliché sur la clé sans encombrer la RAM de son iPhone. Allez, place au sondage de la semaine avec Virgile. Virgile, quelle était la question cette semaine posée sur le compte Twitter dont on refait le Mac? Alors cette semaine, on vous a demandé quelle nouveauté vous a le plus marqué dans iOS 13. Vous avez été 244 à voter et en majorité pour le Sign In with Apple. C'est dur à dire. Qui a récolté 42%. Ensuite, il y a le branché des clés USB qui est à 39%. Le dark mode à 15% et enfin la refonte de la photo à seulement 5%. Ouais, c'est étonnant puisque Apple a longuement insisté sur la refonte de la photo, hein. La photo. On s'aperçoit, Damien, que finalement c'est pas du tout ça qui intéresse les gens.
Et surprise, Signing with Apple, qui était une des annonces vraiment surprises. Tu n'étais pas avec nous la semaine dernière. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette annonce? Oui, c'est vrai que la photo, Apple essaie de rattraper son retard sur d'autres acteurs, mais finalement, peut-être que Les gens sont peut-être contents que les gens largement. sont pas intéressés On est par ça, d'accord. finalement. Sign in with Apple, c'est un peu la surprise. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça non plus. Et ce que je trouve intéressant, c'est le positionnement qu'a Apple, on le verra aussi avec tvOS, de se positionner, comme on dit, en OTT, c'est over the top. Donc en gros, on rajoute une couche par-dessus pour ajouter une couche de service, typiquement là, pour nourrir leur promesse de confidentialité. Il y a quelque chose qui est assez intéressant. Typiquement, Stéphane, avec cette fonction Sign in with Apple, tous les développeurs d'applications, s'ils veulent mettre une solution pour s'identifier, devront utiliser Sign in with Obligé, Apple. oui. Oui, bah, ça existait déjà avec le Facebook Connect et le Sign in with Google depuis des années. Sauf que comment peut-on dire, les arrière-pensées Oui, on exploitait nos des, données. des- hein. des autres étaient entre guillemets mercantiles, malsaines, Dis-le impur, non, tu peux le dire, oui. impures. Voilà, pour sortir le mot. Tandis qu'Apple apparaît comme des Robins des Bois. Ils en ont donné en plus des preuves concrètes avec la création d'adresses mail temporaires qui correspondraient à chaque service pour éviter d'être spammé, etc. Donc vraiment, je trouve que c'est très justifié que ce soit en tête de notre sondage, aussi représentatif soit-il, mais c'est vraiment ce qu'on appelle un game changer, c'est-à-dire que les autres vont être obligés de faire la même chose. Et ça, c'est un truc qui est très important, c'est-à-dire qu'enfin, la RGPD a été un premier. Là, maintenant, Apple joue les Robins des Bois de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, je pense que voilà, il n'y a plus qu'à, quoi. Didier, Sign in with Apple, c'est enfin la matérialisation de toute la bonne volonté d'Apple qu'ils mettait dans le traitement des données. hein. Il y avait beaucoup de déclarations, il y avait peu d'actes. Là, c'est une belle matérialisation. Surprise? Oui, alors déjà, moi je pense que il faut pas sous-estimer le fait que c'est pénible pour les gens de se créer des comptes dans toutes les applis. Voilà, tu veux, j'en sais rien, tu veux créer un compte Uber Eats, machin, tu es obligé de passer des heures à rentrer des identifiants. Donc je pense qu'ils répondent aussi à ça, c'est-à-dire au fait que ça va peut-être remplacer toutes ces étapes qui sont un petit peu pénibles. Après, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu te dis, ouais, je vais pouvoir jeter mes mails, je vais pouvoir faire mes emails poubelles qu'avant je mettais sur Google, etc. L'autre volet qu'on voit peut-être pas tout de suite, c'est le gratuit en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on donnait des mails, on donnait des infos, et qu'aujourd'hui, ils vont avoir beaucoup moins de valeur. Et peut-être qu'il y a certains services qui se nourrissent de ça, qui vont plus te le proposer comme ça gratuitement. C'est toujours un petit peu la philosophie d'Apple, hein, quand ils t'enlevaient les pubs sur les sites de presse, etc. C'est que derrière eux, ils en ont rien à faire en fait. Mais par contre, tout le business qui se développe derrière, il peut être quand même assez impacté. Donc on peut Ouais, se retrouver à payer plus de choses ou avoir des prix qui augmentent, quoi. Moi, je retiens quand même deux choses. C'est vrai que voilà, chaque fois que je fais une recherche, que derrière qu'on me propose de la pub, c'est assez flippant. Donc j'aimerais bien pouvoir prendre un peu de recul et c'est quand même, voilà, c'est quand même une alternative intéressante. Les gens ne sont pas obligés de l'utiliser après tout. S'il y a un niveau Apple, voilà. Donc s'ils l'utilisent, c'est ils trouveront un confort particulier. Alors, Et ils que vont être plus ou moins obligés de l'utiliser quand même, Olivier. Oui. hein. non, Oui, tout à fait. non, il y aura, Non, mais il y aura Sign in with Apple, mais tu pourras continuer à utiliser Sign in with Google et with Facebook. C'est pas interdit, hein, je sache, dans le kit développeur. Mais par contre, si tu utilises Google, il faudra présenter Apple aussi. Donc ce sera l'utilisateur de faire son choix. Donc je trouve ça plutôt sain. En revanche, effectivement, ça peut avoir des impacts sur des services gratuits. À eux de se montrer vertueux et à eux de montrer le bon exemple parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Parce qu'on a vu que par moment, et on l'a vu notamment avec Facebook, qu'il y avait certaines dérives qui étaient assez inquiétantes. Allez, messieurs, avant de revenir sur les avancées, on va revenir plus exactement sur iOS 13. À la moitié de cette émission, on va d'abord mettre le cap et faire toute la lumière sur tvOS 13 et watchOS 6. Quoi de neuf dans tvOS 13 Au menu de tvOS 13, des améliorations en termes surtout d'interface, essentiellement, hein, Didier, cette année. oui, c'est pas la grosse révolution, mais en même temps, est-ce qu'on a besoin d'une révolution sur ce type de produit, hein, qui est surtout voilà, de la consultation? Donc, il faut que ce soit bien présenté. Là, je pense qu'ils ont donné un petit coup de frais, c'est assez sympa, c'est vrai, avec cette espèce de petit dock un petit peu en haut, avec voilà, tes petites bandes annonces façon Netflix. Alors, c'est drôle ces bandes annonces, que tu vois, j'ai mis beaucoup de temps à les trouver, parce que sur Netflix, par exemple, quand tu lances une série, il te la met tout de suite. Ouais, Chez elle Apple, démarre il y a automatiquement. 3 secondes. Alors, ils vont peut-être changer, hein, c'était avec la bêta, Oui. mais ça met un petit peu de temps à arriver, tu la vois pas tout de suite. Et ça marche pas avec tout non plus. Il y a certains trucs, ça fonctionne pas. Ouais, Mais sinon, on- voilà, on- l'univers général, je le trouve sympa. Il est vraiment plus en phase en fait avec les autres versions d'iOS. Ouais, il y a une harmonie entre les différents systèmes, sachant que, comme tu le disais, donc cette capacité de faire démarrer des vidéos, en gros la bande-annonce qui démarre un peu comme dans Netflix, on peut déjà le tester, hein, sans avoir installé tvOS
13, puisque la fonction Apple TV a été mise à jour, hein, l'application Apple TV, et que si vous le lancez, vous regardez par exemple les propositions d'Apple TV, si vous êtes abonné à MyCanal ou encore Molotov, il va vous proposer du contenu avec les bandes annonces associées, donc c'est plutôt sympa. La bonne nouvelle, peut-être, on pourrait se poser légitimement des questions, Damien, sur l'avenir de l'Apple TV, lorsqu'on a vu toutes ces annonces en janvier dernier lors du CES, lorsqu'Apple a ouvert son AirPlay, son iTunes à différents constructeurs, on pense à Samsung notamment, on pouvait se dire, tiens, l'activité Apple TV devient un peu périphérique. Apparemment, il y a encore de l'appétence pour Apple. Non, justement, on l'avait dit à l'époque, le fait de mettre le standard AirPlay chez des concurrents, c'est un moyen finalement de prendre pied ailleurs et pour sortir justement de l'Apple TV tout en arrivant à donner du sens à l'Apple TV. Ce qui est intéressant avec l'Apple TV, moi je le vois régulièrement dans mon salon, quand je veux arriver à montrer facilement des photos de vacances, eh ben, c'est compliqué pour partager, etc. Sauf avec une Apple TV, depuis mon iPhone, bam, c'est immédiat. Donc le fait de mettre AirPlay, c'était malin. Le fait de repositionner à nouveau Apple TV, enfin le boîtier Apple TV, à nouveau, comme je le disais en introduction, avec l'OTT, donc en gros, à nouveau over the top. Donc on se met par-dessus, on rajoute une couche sur les acteurs, quelques canals, Netflix ou autres, et finalement on devient un fluidifiant de tout ça, un peu comme Sign In with Apple, la même chose. C'est très malin et c'est vraiment le positionnement que semble prendre Apple de plus en plus. L'autre fluidifiant, c'était la nécessité, Stéphane, de proposer un multi-utilisateur. On sait qu'Apple n'est pas très friand de ce mode, notamment sur l'iPad, on en parlera tout à l'heure. Il arrive sur l'Apple TV, donc pour chaque membre de la famille. Là, on prépare véritablement l'arrivée d'Apple TV+, le service de streaming d'Apple. Oui, Olivier, en fait, quand on compare tous les écrans qu'on peut avoir, nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones, la télévision est le seul écran partagé. J'ai du mal à le partager, moi, parce que les enfants, ils préfèrent rester je... là-dessus, c'est pénible. Bien sûr, mais non, mais c'est vrai que même si l'iPad, on a tendance à le passer un peu à tous les membres de la famille, et c'est pour ça qu'on voudrait qu'il y ait plusieurs comptes, mais le seul écran, et qui restera le seul écran partagé, parce que les autres sont des objets personnels, l'ordinateur, c'est l'écran familial. Donc c'est une nécessité qu'ils aient un multi-compte qui soit enfin digne de ce nom. C'était, voilà, après, là, ils étaient obligés de... C'est même pas de la logique ou de leur politique ou quoi que ce soit. L'usage est celui-ci, définitivement. Tu as jeté un petit coup d'œil à Didier au multicompte, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est vraiment le multicompte comme on le connaît par exemple dans Netflix, ou c'est un peu plus compliqué que ça? C'est pas vrai. Enfin, c'est un multi-compte, oui. Mais donc tu peux créer des utilisateurs et puis ils ont accès, par exemple, à leur profil de musique ou de séries télé, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est pas vraiment des utilisateurs. Par exemple, si tu joues à des jeux, les jeux ils vont être sauvegardés sur iCloud. Il y a qu'un seul compte iCloud qui est lié à ton Apple TV. Tes photos, c'est exactement la même chose. Et en fait, finalement, quand tu changes d'utilisateur, il change juste la musique et les films. Et du coup, c'est bien, par exemple, tu regardes une série et puis que tu sais pas, tes parents veulent regarder une autre série et puis voilà, tu vois, si tu veux reprendre là où t'en étais, c'est un petit peu comme sur Netflix, quoi, c'est un compte comme ça. Ouais. Et c'est d'autant plus perturbant que justement sur Netflix, s'ils avaient créé comme ça un vrai multi-compte, ça veut dire que sur Netflix, il y a encore du multi-compte, donc il faut se déloguer, se reloguer plein de fois. Donc tu vois, ça aurait peut-être créé aussi une sorte de problématique, puisque toutes les applis tierces, en fait, ont déjà une gestion multi-compte aussi. Et souvent, par exemple, j'ai testé, quand tu es sur Netflix, par exemple, il te laisse dans le même compte, en fait, tout le temps. Oui, donc tu vois, si on avait mis plusieurs utilisateurs, peut-être que l'application aurait plus su qui est qui, en fait. Ouais, rappelons que Netflix n'est pas compatible avec l'application Apple TV+, donc on n'aura pas accès de contenu de Netflix, qui est le concurrent bien sûr d'Apple TV+. Par contre, Amazon Prime, je crois que c'est le cas, ils sont compatibles avec l'Apple TV+. Mais on voit bien qu'Apple n'a pas franchi le Rubicon pour dire on va mettre plusieurs iCloud comptes iCloud directement sur l'Apple TV. On va dire qu'on reste un peu light. On peut le faire, mais ça me permet, en utilisant le compte iCloud de mon ami Stéphane, d'accéder au contenu américain, notamment parce qu'il a un compte américain. Mais c'est vrai qu'il faut zapper dans les préférences, donc c'est pas très pratique. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'apparemment Apple a retrouvé de l'appétence pour question jeux vidéo. On a vu que en mars dernier l'annonce du service Arcade, donc le service d'abonnement payant pour les jeux vidéo. Et bonne nouvelle, Didier, l'arrivée des manettes PlayStation et Xbox qui sont compatibles désormais en Bluetooth avec une Apple TV et même l'iPad. Peut-être qu'on y reviendra plus en longueur tout à l'heure. Tu as testé, c'est assez convaincant. Il était temps. Oui, c'est super cool parce qu'effectivement, la plupart des gens ont quand même maintenant pas mal de consoles et c'est vrai que tu peux mettre l'une ou l'autre, donc ça marche très bien. Ça perd quand même hyper facilement. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait ça trop tard. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, ils ont cru, je pense, à un vrai business de jeux vidéo. Ils ont fait le MFI pour gagner de l'argent donc sur les manettes. Et puis finalement, le jeu vidéo sur Apple TV, j'ai pas l'impression que ça prenne vraiment. vraiment. Vraiment.
Ouais. Voilà, et du coup là, bon bah voilà, ils font un petit peu le tout pour le tout, et c'est d'autant plus ironique que sur Mac ça marche déjà depuis un petit moment ces manettes. Mm. Donc tu vois, ils le bloquaient en fait sur l'Apple TV, puis là ils se disent bon bah finalement Faire on a du plus rien à business. perdre. Voilà, autant développer le software finalement et puis de laisser le hardware, tant pis, on gagnera Le pas vrai d'argent. avenir de l'Apple TV, peut-être, Damien, c'est en septembre. On verra si Apple va soit renouveler son modèle ou tout simplement baisser le prix. Quand on voit le prix de l'Apple TV, on peut s'inquiéter. Quand on voit, c'est quand même facturé 199 € pour la version 4K, 159 € pour la version HD. C'est des prix qui ont quasiment pas évolué depuis 2 ou 3 ans. Il serait peut-être temps de soit une montée en performance, mais pour autant elle est quand même déjà pas mal, soit baisser un tout petit peu les prix. Pense, de toute façon, en France, on a un marché qui est compliqué, c'est qu'on a les box. Ouais. On a un marché qui lui-même est déjà concurrentiel, ce qui n'est pas le cas des États-Unis, où en gros, globalement, on trouve des câbles opérateurs qui sont de plus en plus vieillissants, et donc ce genre de box-là permet de mettre de l'applicatif, donc de l'accès à des nouveaux services. Oui, et on va voir vraiment à la rentrée si Apple fera un gros effort. Je crois qu'ils n'ont pas tellement le choix s'ils veulent développer et en tout cas démocratiser Apple TV+, que de l'ouvrir en subventionnant un petit peu leur box. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de subventionner, ils vont marger un petit peu moins. Ça fait 2, 3 ans, 4 ans que ce modèle existe pour la version HD, même plus, 5 ans maintenant. Je pense qu'ils l'ont largement amorti. Il peut baisser au minimum le prix de 30% facile. On verra ça à la rentrée. En attendant de parler de WatchOS 6, place à la question stockage. Comment booster son iMac grâce à un SSD externe ? Votre iMac commence à vieillir, il est de plus en plus lent. Pour le booster, il est nécessaire de changer son vieux disque dur à plateau interne au profit d'un disque SSD. Cette opération n'est pas réservée aux Mac anciens, mais aussi aux modèles récents d'entrée de gamme. Apple intègre encore en effet des disques à plateau à 5400 tours par minute sur les versions 21,5 pouces, qui sont très limitées en matière de vitesse de transfert. Reste que remplacer le disque interne de l'ordi de bureau de la pomme n'est pas vraiment aisé. Il faut décoller la vitre et la dalle sur la face avant avant de pouvoir accéder au disque dur. Pour cela, il faut disposer d'outils spéciaux, tant pour ouvrir la machine que pour la sceller. Plutôt que de vous lancer dans un périlleux bricolage ou de faire appel à un réparateur contre monnaie sonnante et trébuchante, l'alternative efficace est d'investir dans un disque SSD externe USB ou USB-C. Bien qu'il ne soit pas interne, il va afficher des débits bien supérieurs au bon vieux disque à plateau, avec des pointes jusqu'à 560 mégaoctets par seconde pour ce modèle. En préambule, commencez par sauvegarder les données du disque interne de votre iMac, connectez ensuite votre disque SSD externe et lancez la procédure d'installation de macOS 10. La procédure d'installation vous propose de récupérer les données issues d'une sauvegarde Time Machine. Sélectionnez votre disque de sauvegarde pour rapatrier vos données. Une fois le système installé sur le SSD externe, vous pouvez démarrer sur celui-ci en enfonçant la touche Option du clavier, qui sera désormais le disque de stockage par défaut de votre iMac. Quant à son bon vieux disque interne, il est encore utile pour archiver les fichiers ou encore des sauvegardes après un bon formatage. Retour sur les annonces de la WWDC avec WatchOS 6. WatchOS 6, l'heure de la maturité, ça faisait longtemps, Didier, qu'on attendait l'arrivée d'un App Store depuis la création, le lancement de l'Apple Watch, maintenant il y a plus de 4 ans. Ça y est, l'âge de la maturité, il dispose de son propre store sans passer par l'iPhone. Oui, d'ailleurs on pourrait se demander même si l'Apple Watch pourrait pas se passer un petit peu, enfin se désolidariser de l'iPhone même, et puis par exemple être proposé sur Android, tu vois, pourquoi pas, puisque maintenant tu peux télécharger les applis, donc t'es plus obligé de passer par ton iPhone. Alors c'est bien et pas bien, c'est-à-dire que si tu veux une appli rapide et puis que je sais pas, ton iPhone est pas dans le coin, bon c'est assez sympa. Si tu veux faire une petite recherche avec Siri, ça marche plutôt bien. Par contre c'est quand même assez galère parce que l'écran est tout petit, tu vois quand même pas bien, enfin pour browser par exemple c'est pas top. Il doit aussi être au mot de passe, là je trouve qu'Apple aurait pu, j'en sais rien, tu vois, si ton Apple Watch est déverrouillé, qu'elle a un code, bon, ils auraient pu accepter quand même que ton mot de passe direct. Donc voilà, c'est plus. Je suis pas sûr que les gens vont tant l'utiliser que ça finalement, mais par contre, ça ouvre des perspectives en fait derrière. Ouais. Moi, j'aurais préféré qu'ils proposent aussi des cadrans à l'achat, mais c'est peut-être un premier pas vers cela. Moi, je regrette toujours qu'il n'y ait pas la possibilité d'acheter des cadrans. Ça va peut-être venir. Hein. Alors, le problème des cadrans, c'est que moi je me rappelle, j'avais une Moto 360 à l'époque, où il m'est arrivé de voilà. sur Android, mon Dieu. Ouais. Et c'était à l'époque. Elle était ronde. Elle était ronde, et j'avais envie de tester justement ce que ça donnait les smartwatches. Et à l'époque, on pouvait récupérer plein de faux cadrans, puisque voilà, de faux cadrans, de Rolex, marques, divers et variés, développés par tout n'importe qui. Ouais. Le seul problème qu'il y avait, et je pense que c'est ça qui fait que Apple rechigne, c'est que ça vous pompait une batterie qui faisait que la montre elle était morte au bout de quelques heures.
Donc par conséquent, on sent bien qu'il y a un point là-dessus qui est important et sur lequel on peut comprendre que Apple ait freiné les cas de fer pour ne pas développer ça. Pour autant, quand même, on sent bien aussi que c'est une manière de dire, regardez la nouvelle version de l'OS, il y a des nouveaux cadrans, c'est génial. Il y a quelques nouveaux cadrans, c'est vrai qu'on ne peut pas en acheter de nouveaux, mais il y a quelques nouveaux, dont un qui rappelle un peu un célèbre horloger suisse avec une couronne, hein, c'est ça Didier? Oui, mais d'ailleurs, peut-être que c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, ils se disent, si des tiers peuvent proposer des cadrans, qui sera attaqué en cas de contrefaçon, parce que c'est quand même un sujet extrêmement sensible. Hein, c'est pas évident. Et on sait qu'ils font... ça, en tout cas, avec Hermès, ça marche très fort, puisque le cadran Hermès est réservé à la montre d'Hermès, justement, ce qui est assez logique. On ne peut pas l'installer a posteriori et apparemment, elle se vend fort bien. Donc, au niveau des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles complications, comme celle qui mesure les décibels pour savoir si on est dans un environnement trop bruyant, ça c'est assez original. L'arrivée de nouvelles apps, notamment les apps pour le suivi des cycles menstruels, c'est du côté des filles notamment. Tu as testé dans ton équipe, je crois, Didier. Qu'est-ce qu'elles en ont pensé, tes collègues? Oui, mais en fait, c'est des choses, tu sais, comme la pilule, je pense que comme c'est beaucoup développé par des mecs à la base, même si ça change, hein, on l'a vu chez Apple, il y a de plus en plus de filles quand même, même durant les présentations, c'est vrai que c'est des choses, ils y pensaient pas au début, alors que ça fait quand même un petit moment que ça existe, tout ça. Même dans l'application santé, te dire que ça arrive que maintenant, c'est complètement fou. Mais alors, il y avait plein de boîtes qui ont fait du bise derrière autour de ça. Donc, voilà, nous, on a une de mes collègues là, qui l'a testé. Et puis, effectivement, tu rentres en fonction de tes jours, les symptômes que tu as, etc. Donc, il y a un vrai suivi. À voir après sur la durée si c'est aussi bien fait que les autres. Pour l'instant, on a trouvé ça quand même assez basique. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Il te donne l'estimation, par exemple, de la date de tes prochaines règles, des choses comme ça. Donc, tu peux avoir un système d'alerte qui soit un petit peu mieux intégré que les applications tierces. Donc voilà, mais c'est bien que Apple se féminise un petit peu. Hein. D'ailleurs, quand tu vois le top management, il en manque. Hein. Oui, et puis surtout qu'il y en a d'autres qui sont partis, si tu vois ce que je veux dire. Mais passons. Au menu des nouvelles applications, citons également l'arrivée de livres audio, de calculettes, enfin, une petite calculette sur l'Apple Watch. Mais oui, on va tous avoir une Casio. Casio comme dans les années 80. Et un dictaphone, un vrai dictaphone qui permet de stocker en local. Donc voilà, et puis je pense qu'Apple, comme chaque année, nous réserve toujours des surprises en fonction du hardware, des applications liées à un hardware particulier. Et on peut penser que l'Apple Watch Series 5, qui arriverait normalement à la rentrée, proposera peut-être des fonctionnalités qui lui soient dédiées. Donc tout n'a pas été présenté la semaine dernière lors de la conférence des développeurs. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec iOS et l'iPad à côté de moi. Mais place d'abord aux questions Twitter. Virgile, quelles sont les questions ou la question Twitter que tu as sélectionnée cette semaine? Alors, cette semaine, j'ai sélectionné une question de Nico Tintin qui dit « Est-ce que vous pensez que le store sur Apple Watch va booster le développement d'applications ?» Qui veut répondre? Ah bah tiens Stéphane, tu n'as pas répondu sur cette question-là. On sait qu'il y a eu carrément des grands acteurs qui ont quitté l'Apple Watch. Il y a beaucoup de gens qui ont signé des applications et puis quelques grands acteurs qui sont partis, notamment Google avec Google Maps. Qu'est-ce que tu en penses? Tu l'as installé d'ailleurs sur ta montre. Oui, magnifique. Non, c'est juste, on n'a pas besoin de pas installer des bêtas. Merci Olivier, mais je participe à une émission, tu sais. Cet homme vit dangereusement et il aime ça. Il aime ça. Et donc non, mais juste, on voit la taille de cet écran. Tu n'as pas une Series 5. Non, j'ai pas une série. C'est 6 Sport, pardon. Non, mais il n'y a pas une énorme différence, je suis désolé. Ouais, quand on cherche à concevoir des applications, c'est vrai qu'on peut profiter un peu de l'objet, de l'écran, de l'objet. Je pense que concevoir quelque chose sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur ou sur un téléphone, on va dire que c'est globalement aisé, c'est plus ou moins la même chose. Là, on est obligé de faire du spécifique pour ces petites choses-là. Mais c'est ça qui pense qu'il complique. Et je pense la que ça tâche. complexifie. Il faut vraiment avoir une utilité, soit bien sûr liée à la santé. Je pense que là, par contre, là, il y aura vraiment rien à dire de ce côté-là. Liée au sport, donc et tout ce qui va autour. La communication, genre faire qu'on ait autre chose que des notifications pour enregistrer des messages audio pour WhatsApp. Pourquoi pas? Voilà, des petites choses comme ça, mais est-ce que c'est une priorité dans les roadmaps déjà énormes de tous les développeurs d'applications? À mon sens, voilà. C'était généralement une sous-app de l'application iPhone. Pour moi, quand on fait on fait un App Store, et on en reparlera pour l'iPad, mais vraiment tout ça est en train de se préparer pour qu'on puisse bien travailler l'application universelle. Parce que l'application universelle, c'est bien, c'est un bloc de code qui va être commun, mais les interfaces, les écrans vont pas devenir élastiques en fonction de ça. Donc en gros, pour moi, c'est juste pour préparer la suite, me semble-t-il.
Allez, plein feu sur iOS 13. Gros plan sur les avancées d'iOS 13 et l'on commence avec la généralisation du Dark Mode, le monde sombre. Comme vous pouvez le voir, on l'a activé ici sur l'iPad qui est à côté de moi. Est-ce que tu as été convaincu, Didier, aussi bien sur... On va faire un petit tour. Je trouvais ça plutôt joli. En plus, ce qui est plutôt sympa, comme vous pouvez le voir sur cet iPad, le fond d'écran passe aussi en mode sombre. Il n'y a pas que... voilà, vraiment le souci du détail. Qu'est-ce que tu en as pensé, Didier, sur l'iPad comme sur l'iPhone d'ailleurs? Oui, mais c'est très sympa qu'ils mettent ça parce qu'effectivement, le soir, ça te repose les yeux. En plus, ils ont fait un mode qui permet, maintenant, comme sur Mac aussi, on va avoir ça, c'est de faire l'alternat entre le jour et la nuit, parce que les gens ne le savent pas trop, mais en fait, de lire tout le temps sur fond noir, ça fatigue plus les yeux. Donc, c'est pas très bon quand même de mettre du dark mode toute la journée. Et du coup, c'est bien de pouvoir faire l'alternat. Le soir, effectivement, ça repose un petit peu les yeux parce qu'on n'a pas cette lumière, quand on n'a pas beaucoup de lumière autour, c'est agréable d'avoir une lumière un petit peu plus sombre. Ouais. Et puis là, ils l'ont adapté un petit peu comme sur Mac l'an dernier, hein, les interfaces sont bien faites. Après, il va falloir effectivement que les développeurs aussi fassent des modes sombres, parce que ça demande quand même pas mal de boulot. Hein. Ça a l'air de rien, ça. Mais certains développeurs avaient déjà fait leur propre mode sombre, alors qu'Apple ne le proposait pas. On pense notamment à l'application Twitter, pour ne pas la nommer. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce mode sombre par rapport à ce qui existe, notamment dans le monde Android, qui avait déjà son mode sombre? Damien ou Stéphane, comme vous voulez. Stéphane, t'es en train de jouer avec, justement. Il vient de l'installer sur son iPad. Et moi, je pense que déjà, le premier élément, c'est que c'est pour sauver la batterie. Puisque c'est bien sur des écrans OLED, ça permet d'éteindre des pixels. Sur l'iPhone, pas sur l'iPad, mais oui. Voilà, mais on sait très bien qu'Apple va aller petit à petit dans la généralisation des écrans OLED. Donc, ça va permettre de sauver la batterie. Ouais, je pense qu'il y a une vraie raison derrière ça. Après, comme le disait Didier, c'est vrai que moi, le soir, j'aime bien regarder mon écran. Et c'est vrai que le mode sombre, on va dire, est plus agréable. Ouais. Mais c'est pas non plus la révolution majeure. Je me demande s'il n'y a pas un effet de mode non plus autour de ça, au-delà de l'aspect batterie. Là, ça a été un peu le thème de toute la soirée, parce que souvenez-vous, tous les présentateurs, tous ceux qui étaient sur scène étaient habillés en sombre, un peu comme moi aujourd'hui, mais c'est pas forcément voulu. Donc il y avait véritablement à faire passer un message. C'est peut-être périphérique, mais c'est vrai que ça a un impact fort en termes d'interface. Une petite fonctionnalité que j'aime bien, c'est la fonction simplement du volume qui évolue. Si on peut faire un gros plan sur l'iPad, regardez, c'est la même chose sur l'iPhone. Vous voyez, clac, voilà, c'est tout bête, mais il fallait y penser. Clac, encore une fois. Voilà, je monte, je descends, et puis après ça ne monopolise pas l'intégralité de l'écran, le milieu de l'écran, Didier. C'est plus discret. Oui, c'est plus sympa. Puis je sais pas si tu as vu, tu peux le reprendre avec le doigt aussi. Ouais. Donc, oui, effectivement. Voilà, tu peux encore l'ajuster un petit peu, c'est pas mal. Je vais essayer alors que j'ai pas. Mais ce qui est amusant quand même, c'est que l'ancienne signalétique, on va dire l'ancien pictogramme qui était au milieu de l'écran, c'était quand même un copier-coller du Mac. Oui, donc c'est très amusant que, on va dire que maintenant il y a une adaptation spécifique pour iOS. Alors, par contre, il y a eu une petite polémique en marge toujours des interfaces, c'est la gestion et de l'ergonomie, c'est la gestion de 3D Touch. On a cru un moment que 3D Touch disparaissait au profit d'un Haptic Touch, comme il y a sur l'iPad, parce qu'il n'y a pas de 3D Touch sur l'iPad ou sur l'iPhone XR. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, Didier. Oui, c'est une demi-polémique parce que 3D Touch il est encore là, mais simplement effectivement il marche un peu partout maintenant, même quand t'as pas du tout sur l'iPad tu peux faire du pick and pop partout. Enfin c'est vrai que en fait c'est un bug de la bêta, ils l'ont dit là il y a pas très longtemps, ça va revenir, donc ils vont remettre le comportement d'avant. Mais c'est vrai que ça a alimenté en plus la rumeur qui prétend que Apple va donc supprimer 3D Touch. Bon, ça paraît quand même bizarre. Moi, je trouve qu'ils sont trop attachés à ça, au moins sur l'iPhone, pour te le virer comme ça. Donc, moi, je dis attendons de voir, tirons pas trop de conclusions trop vite autour de ça. Apple a aussi beaucoup insisté sur le fait qu'iOS 13 était plus rapide. On avait déjà vu d'énormes progrès dès la bêta, qu'iOS 12 était beaucoup plus rapide qu'iOS 13. J'ai trouvé assez fluide, mais c'est un peu ridicule dès la première version de porter un verdict. On verra que ce sera plus clair d'ici quelques semaines. On a vu que Face ID était un petit peu plus rapide, mais c'est pas aussi rapide que la première Apple. De là à dire qu'il est 2 fois plus vite dans l'ouverture d'application, c'est pas forcément évident. On verra dans la semaine qui suit. Au niveau des fonctionnalités, Stéphane, moi j'ai beaucoup aimé, c'est Quick Path, donc c'est un peu le Swift pour déplacer son doigt sur le clavier. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui l'as installé sur ton iPhone pour en gros taper d'une main, c'est ça, et c'est très populaire dans le monde Android. C'est très populaire. Moi, comme je vous dis, moi, je suis jamais vraiment basculé de l'autre côté de la force sur Android malgré la qualité des appareils photo, parce que entre autres, le clavier, j'avais du mal à me faire, même avec SwiftKey. Là, encore plus d'avance pour iOS. C'est plutôt une bonne chose et on va être encore plus addict aux textos, WhatsApp et autres.
et à l'écriture. Damien, tu as essayé? Alors moi, je suis un fan de SwiftKey, Oui, on va qui dire, qui est le un précurseur. utilitaire. Ouais, l'application. Et je pense que cette application a encore une petite avance sur ce que propose C'est plutôt une bonne Apple. nouvelle pour eux d'ailleurs. hein, Tout parce à qu'il faut fait, simplifier. mais simplement, on voit quand même que Apple est obligé de faire des concessions pour essayer d'intéresser un tout petit peu les gens d'Android, enfin les fans d'Android, pour dire nous aussi maintenant on a ce clavier-là. Et soit dit en passant, moi personnellement, je trouve qu'une fois qu'on a pris l'habitude, c'est génial et hyper rapide. Donc il y a quand même du bon dans cette décision. Ouais, il faut un petit peu s'y atteler, ça vient assez rapidement. On en parlait tout à l'heure en amont pour l'Apple TV, l'iPad et même l'iPhone disposent également de la fonction compatible avec les manettes de jeu PS4 et Xbox One. Ça marche plutôt bien sur l'iPad d'ailleurs. On peut dire que c'est la fin des manettes MFI. Et pour cela, Didier, il faut vraiment que le jeu tire parti des manettes. Hein. C'est pas tous les jeux, bien sûr. Oui, mais si il prend en charge les manettes MFI, en général, ça marche. Là, j'ai pas eu beaucoup de jeux sur lesquels ça fonctionnait pas. Et d'ailleurs, c'est étonnant hein, déjà sur les bêtas comme ça que ça marche direct. Donc voilà, il faut juste arriver à les appairer parce que sur la PlayStation, il faut appuyer sur 3 boutons en même temps. Voilà, une fois que tu as fait la petite manip, mais après, elle se connecte toute seule et tout. C'est un vrai plaisir. Alors sur l'iPhone, ça n'a pas trop d'intérêt, mais sur l'iPad, tu vois, tu l'emmènes en vacances comme ça peut te Ça faire fait une petite un bon console. petit jeu vidéo d'appoint. Et puis le fait que les gens aient ces manettes, si tu veux, ça peut redonner vraiment de l'intérêt pour les éditeurs de jeux, parce que je pense qu'il y a certains types de jeux, tu vois, on était passé sur du tactile beaucoup parce que les gens avaient pas ces manettes. Maintenant, ils les ont. Et je pense Pour les jeux de on voit simulation, peut-être pas par la exemple, c'est un vrai. perspective que Ou ça ouvre, en certains fait. jeux de plateau, c'est un vrai. Les jeux de plus. tir, ouais, il y a plein de choses. Ah ben, en plus, Damien. sur les jeux, on va dire tactiles, moi j'aimais pas trop parce que d'abord J'avais du on n'a mal. pas le rendu. Ouais, j'avais du mal Si on joue aussi. sur iPhone, l'écran il n'est pas non plus extensible, Ouais. donc au bout d'un moment on a les doigts en plein milieu, etc. L'idée d'avoir une manette extérieure qui fonctionne bien et qui en plus qu'on a peut-être qui traîne dans un tiroir ou qu'on utilise régulièrement, ça c'est une vraie bonne idée, on va dire à nouveau pour jouer la stratégie du coucou. Il y a des choses qui existent, hop, j'y viens, je me raccroche et j'essaie de choper un petit bout du marché. Ouais, et l'autre bonne nouvelle, c'est une fonction spéciale pour Stéphane Zibis, c'est on peut appairer 2 paires de AirPods en même temps. C'est-à-dire que regarde, là j'ai les Power Beats Pro, c'est les AirPods de chez Beats, on en parlera en coup de cœur tout à l'heure. Pour les amoureux, c'est génial, Stéphane. C'est magnifique de faire ça, même si, et on verra dans mes coups de cœur, je crois que je suis passé de l'autre côté. Il a abandonné, vous allez voir. Les AirPods, ouais. Ça vous annonce aujourd'hui la rupture de Stéphane avec les AirPods. Franchement, pour mater un film dans un avion, dans un train, Bah ouais. à deux, sur l'iPad, c'est juste génial, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, surtout que maintenant il n'y a plus la sortie jack. C'est clair. Donc là, c'est Par plutôt contre, simple. ça ne fonctionne que sur les derniers AirPods et les Power Beats Pro. C'est-à-dire que tous les AirPods d'avant, ça marche pas, les casques Bluetooth, ça marche pas. Oh, Je on pense va que c'est avoir quand même des petites important de choses, le tu vas dire. voir. C'est-à-dire que c'est pas du vrai double Bluetooth. Enfin, c'est une techno un peu propriétaire en fait. Didier, tu veux dire qu'ils auraient fait des petits bridages? Non, c'est mesquin, Non, c'est ça, pas du jamais tout leur après, Ouais, on c'est va ça. voir, là. mais pour l'instant, ça ira. C'est Jamais. pas du tout leur genre. Regardez, il faut acheter ça, plus des AirPods. Allez, 300 euros. Ah, je crois que tu les avais deux. présenté une bague. Mais oui, mais c'est un peu l'idée. Tiens, ma chérie, non, ça marche pas comme ça. Mais du coup, si ton voisin a le super Bose Quiet Comfort machin, Il fallait pas. Ça va pas marcher. Merci. Un mot également sur notre sponsor SanDisk qui a conçu la Xpand Flash Drive. C'est une clé à brancher sur le port LANIC de votre iPhone ou pourquoi pas de votre iPad si vous avez les anciens modèles. Regardez, elle est là pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go. Y stocker vos photos, vidéos ou films. Pratique, on peut enregistrer directement un cliché sur la clé sans encombrer la RAM de son iPhone. Et avec fichier, je pense que ça va être plutôt sympa avec l'arrivée d'iOS 13. On va tester ça très vite. L'autre avancée, on en parlait dans le sondage tout à l'heure, c'est concernant les fonctionnalités autour de photos, avec notamment déjà la navigation de la pellicule est beaucoup plus simple. Didier, on a vu que notre public, enfin ceux qui ont voté pour le sondage, n'étaient pas vraiment sensibles. Mais quand on lance Photo pour la première fois, on voit une vraie différence. C'est quand même vachement agréable parce que remonter à 4, 5 ans, 6 ans, moi qui ai un iPhone presque depuis 10 ans, je me dis, imaginez le nombre de photos. Depuis Là, 10 c'est. ans. Eh ben oui, 2007, plus que ça, ouais, même 12 ans maintenant, 2007-2019. C'était un peu compliqué. Là, c'est enfin rationalisé, l'interface est tout simplement pratique et belle. Là, c'est plutôt bien vu. C'est exceptionnel. Oui, en fait, tu as cette espèce d'interface où il va te grossir certaines photos, puis d'autres un petit peu plus discrètes, donc c'est pas mal. Il y a une vue, tu peux basculer rapidement aussi, jour, mois, année. Tu sais, avant, il fallait que tu reviennes en arrière et tout, c'était un petit peu galère. Donc pour ça, c'est pas mal. Ils ont fait aussi, bon, il y a des nouvelles options de partage, et puis il y a aussi des options qu'on n'avait pas. C'est marrant parce que cette année, ils ont fait un peu tous les trucs qu'on attendait depuis très longtemps. Par exemple, de pouvoir tourner une vidéo, c'est quand tu filmes dans le mauvais sens. Ouais. Voilà, ça c'est un truc qui est super pratique. Après, franchement, j'ai pas trouvé que c'était. Enfin, tu vois, je l'utilise pas mal photo là depuis une semaine.
c'est pas la révolution non plus, parce que de t'afficher qu'une partie de tes photos, des fois ça t'arrange pas, tu veux accéder aux dernières, etc. Donc ouais, c'est un peu cosmétique quand même tout ça. Et puis la surprise, il y en a eu du côté de Plan. On s'attendait à ce qu'Apple réponde aux initiatives de Google après sa Google I.O., la conférence des développeurs. Et on a vu ni plus ni moins arriver Street View, c'est ça Damien, sur Plan. Oui. Tu en as pensé quoi? Ça s'appelle Lookaround. Ouais, j'aurais bien aimé qu'ils continuent à améliorer Plan pour Ouais. éviter de se planter au niveau des adresses. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, ils ont décidé de se dire, bah non, nous on va faire carrément de la numérisation de rue. Je suis un peu dubitatif. Parce qu'en fait, le produit de Google est quand même très très bien Oui, il a foutu. 10 ans d'avance. Il a 10 ans d'avance, ils ont scanné des millions de rues dans Et dans le monde entier, dans pour le monde l'instant, entier. c'est réservé qu'aux États-Unis. C'est très lourd à mettre en œuvre, à faire. C'est quand même une infrastructure avec des voitures, des gens à pied, etc. Donc je suis assez surpris que Google se lance là-dedans. Non, plutôt que Apple se lance là-dedans contre Google. C'est fraudien. C'est fraudien, certainement, oui. Non, j'ai surpris au sens où on sent bien qu'ils ont envie de maîtriser et de faire un vrai concurrent de Google Maps, parce qu'ils considèrent que les Ils n'ont cartes pas le sont choix. centrales, puisqu'on le voit notamment avec les avancées par rapport à CarPlay. C'est logique qu'il faut avoir un outil qui tienne la route, et aujourd'hui, je pense que Ils sont le géniaux. plan n'est pas au niveau. Simplement, ça demande des investissements dingues, et donc ça veut dire qu'il va y avoir encore un petit moment avant que ça ne rattrape Google Maps. Alors c'est joli, hein, Stéphane, regarde effectivement cette animation vidéo qui offre une petite valeur ajoutée par rapport à ce que fait Google aujourd'hui, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile au quotidien? Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que la démo est plutôt jolie. Elle est Et, belle. et quand ici, on voit que quand Apple s'y met, c'est sûr que c'est plus beau que la moyenne, mais simplement il y a quoi, 10 ans de retard en données, je parle. Mais c'est bien qu'ils s'y mettent en tout cas. Hein, On n'a pas l'habitude de les connaître comme suiveurs, Oui. c'est ça le truc. Et là, ils sont suiveurs même. Et encore, il manque beaucoup de choses parce qu'on voudrait une version web, on voudrait Ouais, tu vois, enfin, c'est vrai. des choses beaucoup plus Jean-Pierre, poussées finalement. Et coffre de en la fait, tech. ils seront jamais aussi bons. Donc c'est frustrant en fait ce truc quoi. Bah Alors, oui, tu j'en peux vois, quand ils même ont créer des autant collections de lieux comme les endroits que l'on veut visiter, je sais pas, pour ses vacances, ils mémorisent le domicile, ils mémorisent le lieu de bureau, enfin un peu le système à la Waze. Mais c'est vrai que on aimerait avoir du trafic et temps réel véritablement, même s'il y a du trafic qui apparaît. Mais bon, il y a eu des progrès qui ont été faits au niveau des transports en commun. C'est vrai Ouais. que Plan, quand on Oui. est de ce côté-là, c'est vraiment le plan d'Apple, c'est vraiment son point fort. Mais ils partent de tellement loin. Autre avancée qui répond aussi aux initiatives de Google il y a 15 jours, 3 semaines lors de Google I.O., ça concerne un message. Alors ça, c'est plus discret. Et on peut mettre une photo de profil, c'est ça, même si on n'est pas avec une personne, on peut la reconnaître avec sa photo. C'est un peu l'idée, Didier. Hein. Oui, bah, en fait, ils ont repris tous les trucs qui existent depuis 20 ans chez les autres. Donc, tu peux mettre une photo de profil, un pseudo. Tu peux choisir de ne pas l'envoyer, éventuellement. Tu peux mettre aussi. Il y a des nouveaux Memoji. Bon, c'est rigolo. Tu as les AirPods, tu peux te les accrocher aux oreilles, tout ça. Et puis, ils ont des stickers un peu Bitmoji, tu sais, comme sur Snapchat, là. Ouais. Tu crées ton Bitmoji et puis il te crée plein de petits stickers automatiquement. Donc, ouais, mais est-ce que. Tout ça, ça marcherait si iMessage était effectivement multiplateforme. Mais aujourd'hui, iMessage, tu demandes aux gamins, ils rigolent, quoi. C'est une blague pour eux. Il faut que ça soit s'amusent. sur plus- Tout le ouais. monde avait ça, mais Ouais. ils ont tous, la plupart, ils ont des Android maintenant, donc ils s'échangent que sur WhatsApp et puis Snapchat. Alors moi en tout cas j'ai trouvé une fonction géniale, même si j'ai pas vraiment réussi à la faire fonctionner, puisqu'il faudrait que je file l'iPhone à quelqu'un et qu'il parte avec pour pouvoir le localiser. C'est la nouvelle fonction de localiser ces appareils d'Apple qui concerne tous les appareils, y compris le Mac, bien qu'il n'ait pas de GPS intégré, bien qu'il ne soit pas forcément connecté à du Wi-Fi, on peut localiser. C'est vraiment la fonction typique qu'on attendait chez Apple. Alors là je suis content, c'est véritablement l'ADN d'Apple. En gros, l'idée, c'est que si on te vole ton iPhone et que l'iPhone, par exemple, est dans le métro, c'est les iPhones qui sont autour de lui qui vont t'aider à le localiser grâce à du Bluetooth et du Wi-Fi cumulé. C'est ça, en fait, l'idée. Didier. Oui, malheureusement, on peut pas le tester là Non. facilement. Puis j'ai pas l'impression que ça marche vraiment encore bien. Donc Non, à c'est voir. Hein, c'est un la petit peu promesse ce d'Apple, qu'on en nous tout promet. cas. Voilà. C'est Mais la- en fait, tu aimerais qu'ils aillent plus loin encore là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu te fais voler ton iPhone, ton Mac et tout, donc il est bloqué avec ton compte iCloud, etc. Mais au bout d'un moment, il se reconnecte à Internet parce qu'il va être vendu, donc il y a le numéro de série. Donc Apple sait où il est, ce Oui. Mac. Mais tu n'as aucun moyen de forcer Apple aujourd'hui à utiliser ces données-là pour les retrouver, alors que eux l'utilisent, hein, parce que dès qu'ils se font voler des protos ou des produits en Apple Store, ils Big, savent hein. exactement où ils sont très très vite. Donc voilà, moi j'aimerais qu'ils aillent encore plus loin que ça. Une question de légalité, peut-être, Didier, là-dessus. Oui. Peut-être, je sais pas, mais quand même, tu vois, le ce principe serait- du ça réseau- pourrait être un service, que ce soit associé à ton compte iCloud. Enfin, ou à l'idée de ton numéro l'écosystème série. et mettre en œuvre l'écosystème d'iPhone, d'iPad, de Mac. Donc le Mac est dans le lot et qui permet de localiser assez facilement ton produit, même s'il n'est pas connecté. Je trouve ça quand même une belle avancée par rapport à localiser votre iPhone. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est l'idée qui est derrière. C'est un système de réseau mesh. Donc, en gros, c'est du pair à pair, mutualisé. Et cette techno-là, qu'ils utilisent toujours pareil, en rentrant par la logique de l'usage,
on peut imaginer des trucs super derrière. Parce qu'on peut imaginer à terme des pico-réseaux qui seraient uniquement basés sur du Mac, sur de l'iPhone, de l'iPad, pour peut-être avoir du réseau là où on n'en a pas, ou plein d'autres services qui pourraient être inhérents à ça. Il y a une vraie idée derrière à tirer. Je pense qu'ils vont continuer à utiliser. Ça m'étonnerait qu'ils aient développé cette techno uniquement pour la localisation, même si c'est déjà un très très bon usage. Ouais. Alors, plutôt enthousiasme autour de localiser. Didier n'est pas d'accord, mais bon, on verra dans les mois qui viennent s'il y a des améliorations. Non, mais c'est cool, hein. Voilà, c'est toujours bon à prendre ce genre de choses. Bon, et par contre, la déception, là, on sera tous d'accord, c'est du côté de Siri. On s'attendait à ce que Apple réponde là véritablement sur le terrain de Google Assistant à la conférence des développeurs Google I.O. Et puis, quasiment rien. Une nouvelle voix un peu plus naturelle, un peu plus humaine. Mais il n'y a pas eu de démo en matière d'intelligence artificielle vraiment transcendante. Un petit peu avec Damien ou avec Stéphane. Stéphane, tu n'as pas pris la parole pour Plan. Si, tu avais pris la parole, mais continue. Oui, non, mais je peux dire 2 mots sur Siri. Manifestement, il continue à être toujours un petit peu à la ramasse. Les assistants vocaux, pourtant, Siri est globalement utilisé sur les iPhones. C'est globalement satisfaisant, on va dire. Oui, c'est l'un des plus anciens. Voilà. Donc en gros, que quand on est un système comme ça, je le rappelle, il ne tient de sa valeur qu'à l'usage, et plus il sera utilisé, plus il aura de valeur. Et il a nécessité de traiter les données, d'exploiter les données peut-être. Mais bon, donc en gros, là, c'est qu'en gros, là, on est dans une conférence pour les développeurs. Il n'y a rien qui a été incitatif pour pouvoir éventuellement utiliser Siri sur d'autres plateformes. Enfin, bon. On sait que Damien que Tim Cook a fait une déclaration il y a quelques mois lors des résultats financiers en disant on va mettre beaucoup d'argent sur la table pour améliorer Siri, donc reconnaissance et notamment parce qu'il y a la Siri, la version anglaise qui pourrait être, je dirais, acceptable, mais la version française en plus, à chaque fois qu'on passe d'une version nationale à l'autre, on dégrade un petit peu le service. Est-ce que Apple, c'est juste une question d'argent, tu penses ? Non, il n'y a pas qu'une question d'argent, il y a une question d'abord, c'est un peu comme Plan. Finalement, ils sont réveillés en retard. Oui, c'est resté en bêta pendant des années. Déjà, ensuite, alors que les autres étaient en train de faire des courbes de croissance fulgurantes, notamment Google en termes d'acquisition, en termes de données, Apple se positionnait différemment et a positionné Siri comme un assistant. Alors qu'un assistant personnel. On le voit d'ailleurs dans les pubs qui avaient pu être faites à l'époque. Ce qui marche plutôt bien d'ailleurs. Et même, je trouve d'ailleurs que c'est plutôt efficace sur la montre. En revanche, sur le côté plus générique de l'assistant qui se connecte partout, qui m'aide, qui m'apporte de l'information, qui me répond à tout et n'importe quoi, aujourd'hui c'est une catastrophe et on n'est toujours pas là-dedans. Parce qu'il n'y a pas les bons connecteurs, parce que ça ne va pas chercher l'information au bon endroit, parce que sur le web. Ça manque d'un écosystème aussi hardware. Et puis il y a la question des data, il faut être tout à fait honnête là-dessus. C'est un choix de la part d'Apple de ne pas vouloir aller chercher de la data, alors que Google se base sur ne serait-ce que les résultats de Google Search et tout ce qu'il connaît autour de l'écosystème qu'on a d'utilisation des services Google. Donc il y a un vrai questionnement sur comment Apple peut sortir de ce coin dans lequel ils se sont mis, à la fois sur le côté privacy, donc confidentialité des données, et à la fois améliorer Siri. Vrai questionnement, et je pense que pas évident aujourd'hui à répondre. Didier, est-ce que la réponse ne serait pas qu'Apple ouvre son système ? On a vu que AirPlay, qu'iTunes, que Apple TV+ va arriver sur d'autres téléviseurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que Siri arrive sur des autres enceintes connectées qui est l'équivalent des Google Home et des petites enceintes à 30 ou 40 euros, 50 euros avec Siri dedans pour développer un écosystème, développer des usages, traiter toujours plus de données et inciter des utilisateurs à l'utiliser plus souvent. Et Apple n'aime pas ne pas tout maîtriser. Donc, je sais bien, mais on l'a vu qu'ils le font. Leur problème. Ça semble un passage obligé. Sinon, ça va finir comme Bixby chez Samsung. J'exagère. Mais si ça reste cantonné uniquement à une seule marque, je suis assez inquiet sur l'avenir. Non, mais ils s'en sortent bien en ce moment parce que tu as quand même les produits autour de toi. C'est-à-dire que voilà, Google, tu vois, moi, si je l'ai pas sur mon iPhone facilement, j'ai effectivement que la solution Google Assistant pour l'avoir chez moi. Alors, voilà, si tu es déjà captif dans le monde Apple, bon, pourquoi pas. C'est vrai que pour capter d'autres gens, c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, ils ont fait quand même une alternative. On n'en a pas parlé, c'est Siri Shortcut qui permet quand même de faire pas mal de choses. Par exemple, les raccourcis, tu vois, une chose toute bête, ceux qui ont des Tesla, là, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y en a qui s'amusent avec des petits services web à se créer une application où tu appelles ta montre, tu dis à Siri d'ouvrir la voiture et tu peux même donner le nom à ta voiture, etc. Donc ça permet d'exploiter Siri, mais c'est un peu de la bidouille, il faut quand même, il faut quand même faire un petit peu de prog, etc. Donc c'était un peu un entre-deux et c'est vrai qu'aujourd'hui on aimerait beaucoup plus qui s'ouvre comme ça. Mais est-ce qu'Apple est une vraie entreprise de service ? Je pense que ça ferait une bonne émission d'ailleurs. Tu
tu as vu les déclarations de Tim Cook récemment? Oui, non, mais eux, ils croient, mais les utilisateurs sont pas dupes sur plein de sujets. Et c'est vrai que ils ont pas encore l'écosystème de leurs concurrents. Pour conclure, Damien. Tu disais, Olivier, sur le fait de positionner Siri dans d'autres Device. enceintes ou devices. Moi, j'y crois pas. D'abord, parce qu'ils aiment tout contrôler. Et puis, deuxième élément, il faut être honnête. Aujourd'hui, le marché du device, du smart speaker, il marche pas. Enfin, je veux dire, ok, il y en a beaucoup, mais les usages sont catastrophiques. Oui, c'est juste On va un pas des demander la minuteurs, météo ouais, et bien s'il y a du sûr. trafic, ça sert à rien. Mm. Donc, crois-moi, j'en ai 2 à la maison. Et donc, je vois Ouais, pas. je Et suis pourtant, assez j'essaie de d'accord. trouver des usages. Mais part sincèrement, lancer T'as une quand même le musique à la volet fois. Apple Music, Damien, Ouais. parce Oui. qu'aujourd'hui, quand tu achètes un ampli Denon, t'aimerais bien qu'il se connecte à Apple Music et que tu puisses demander à Siri de te passer des titres. T'es cantonné à exactement, Spotify. voilà. Petite frustration. c'est ouais, là on où est, tu trouves la frustration sur la connexion avec d'autres services. Moi, j'ai un HomePod à la maison. J'aimerais bien pouvoir commander Deezer comme je le fais facilement. Spotify, oui. Ou Spotify. Donc, Peut-être c'est vrai que certaines là-dessus, instances politiques vont s'en occuper. ne serait-ce que apparemment. déjà l'ouverture sur d'autres services. Supranational, ouais. Il y a déjà ça qui serait assez intéressant et l'intégration en profondeur dans d'autres services. Bon, ouais, on essaiera de consacrer une émission sur les services, mais on fera ça plutôt à la rentrée. Je vous propose qu'on passe au buzzomètre. Allez Didier, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de Mac Forever cette semaine? Alors, on va commencer. J'ai une mauvaise nouvelle, Olivier. Apple n'est plus numéro 1 du monde. Ils Ah. sont numéro 2. Voilà, Bon. ils ont été dépassés par Amazon, Bah oui. qui a la plus grosse capitalisation. Alors bon, ils sont au touche-touche. Hein, ça, C'est je pas pense une que ça va rumeur, là, rester un c'est petit peu c'est comme un ça. fait, on peut le dire. Voilà, oui, bon, c'est toujours après, c'est de l'abstraction du marché boursier. Hein, mais... Deuxième rumeur. voilà. Alors, tu sais que c'est un petit peu la guerre entre la Chine et les US en ce moment. On a Et consacré une belle Foxconn, émission donc, il qui y est a le 15 jours. principal sous-traitant donc, pour créer les iPhones, a déclaré donc, que 100% des iPhones vendus aux États-Unis pourraient être construits hors de Chine et donc échapper à ces barrières douanières. Donc voilà, il prévoit le coup et je pense que c'est des enjeux qui sont quand même assez colossaux pour Apple. Hein. Tu as mis 5 étoiles, donc tu y crois effectivement que Oui, non, mais ils Foxconn l'ont dit, donc ça a été déclaré officiellement. Donc je pense qu'ils en sont plus ou moins capables. De toute façon, il est déjà construit un peu ailleurs, l'iPhone aujourd'hui. Hein. Oui, bien sûr. Et puis on voit qu'ils partent de Chine, ils vont dans d'autres pays encore plus bas coût parce que le pouvoir d'achat monte et le niveau de vie monte, donc c'est pas forcément intéressant pour Foxconn, hein, qui est une boîte qui est pas une boîte chinoise, hein, qui est une boîte, c'est la Chine, mais l'autre Chine, l'île qui est en face et qui est pas la Chine communiste, vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, ils n'ont aucun intérêt, je dirais, national à rester en Chine. Troisième rumeur. Bon, on va parler un petit peu du Mac Pro. On n'a pas parlé depuis le début de l'émission. On consacrera une émission la semaine prochaine. Voilà, Ah oui. bon, on va pas en parler trop en détail, mais c'est vrai il commence à y avoir des petites polémiques parce que c'est un produit qui est quand même hyper cher, qui est ciblé très très pro. J'ai Et vu puis ça. finalement, on s'aperçoit on nous l'avait vendu comme modulaire, puis il n'est pas si modulaire que ça. Il accepte pas tellement les composants standards finalement, notamment au niveau du composants d'Apple. stockage. Hein. Apple te livre quand même avec 256 Go de SSD, 4 Tera maximum, 2 barrettes. Ouais. Et en plus, on peut pas le trouver dans le commerce, c'est uniquement des barrettes de mémoire. Donc tu vois, c'est un peu bizarre de trouver ça sur une machine à ce prix-là et positionné comme ça en fait. Oui, il faudra rester dans l'écosystème Apple en gros. Tout à fait. Oui. Allez, encore le Mac Pro, je crois. Oui, parce que là, Apple a annoncé sur son site qu'il sortirait donc en septembre. Voilà, on ne sait pas si ça va être vraiment le cas ou pas, puisqu'ils ont changé entre-temps, ils ont enlevé la date, mais c'est vrai que c'était sur le site d'Apple, ils mettaient disponible en septembre. On aura la réponse très vite. Et enfin, dernière rumeur. Là, qui est quand même une grosse rumeur, hein, puisque Apple et l'automobile, on a l'impression que ça se calmait un petit peu. Puis là, ils seraient en train de racheter donc Drive.ai, donc une petite start-up californienne en fait qui travaille sur la voiture autonome donc depuis un certain temps. Donc ça prouve bien quand même qu'Apple a envie de faire quelque chose de ce côté-là. Ils en parlent pas hein, pendant les keynotes. Pour l'instant, c'est comme les lunettes. On a aucune piste pour l'instant autour de ça. Merci Didier. Un mot sur notre sponsor SanDisk qui a conçu la Expand Flash Drive. C'est une clé à brancher sur le port Lightning de votre iPhone pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go et y stocker vos photos, vidéos ou films pratiques. On peut enregistrer directement un cliché sur la clé sans encombrer la RAM de son iPhone. Merci à SanDisk de nous soutenir. Place au meilleur, le meilleur pour la fin tout simplement, avec iPadOS. Allez, le meilleur pour la fin, on va parler d'iPadOS 13. iPadOS 13, la tablette d'Apple va-t-elle se muer en Mac tactile? Virgile, ça a été l'occasion pour toi d'organiser un second sondage cette semaine. Tu as posé cette question sur Twitter, je crois. Exactement, on vous a posé la question, donc est-ce que l'iPad va se muer en Mac tactile à terme? Et vous êtes 54% à penser que oui, contre 46% non. Alors, on sent bien que tu n'étais pas avec nous la semaine dernière, Damien, qu'il y a eu quand même une volonté d'Apple de professionnaliser un petit peu cet engin. On a vu on va en parler, on va lister
toutes les fonctionnalités qui sont autant de pistes, qui semble qu'Apple veut vraiment rendre son produit plus pro et le faire ressembler un peu plus à un ordinateur, voire à une Microsoft Surface. Tu en as pensé quoi en quelques mots de cette tentative? C'est assez logique. Hein. Moi, ça fait plusieurs mois que je fais l'expérience d'alterner mon MacBook Pro avec mon iPad Pro et de voir justement quels sont les usages, quelle est la ligne de démarcation entre les deux. Et je me rends compte que plus ça va et plus j'arrive d'abord à faire changer mes usages pour petit à petit utiliser vraiment la tablette, même si des fois il y a des choses, c'est quand même mieux avec un ordinateur. D'ailleurs, à un moment, je ferme mon iPad, je dis ok, je vais prendre mon Mac. Mais en revanche, de plus en plus, notamment en mobilité, en nomadisme, je me rends compte que je me passe de plus en plus de mon Mac pour véritablement utiliser la tablette. Et donc, le fait d'apporter toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont présentes dans iPad OS, à mon sens, vont dans ce sens-là, plus vraiment de cette logique de productivité nomade, même si on a de magnifiques MacBook aujourd'hui au catalogue. Je pense qu'aujourd'hui, on va de plus en plus avoir une cannibalisation du MacBook versus ce type d'appareils-là qui sont beaucoup plus flexibles et polyvalents. Et d'ailleurs, très amusant, on le voit dans la dernière campagne de pub d'ailleurs de l'iPad Pro, le côté je commence le matin, je finis le soir, et avec cette possibilité d'être où je veux. Et dans l'avion, par exemple, on le voit, à un moment, tout le monde ferme sa tablette et range son ordinateur, et la personne le héros de la pub, lui, prend son iPad et continue à travailler dessus. Ouais, et jusqu'au projet Marzipan, même si ça s'appelle plus comme ça, qui va permettre de passer plus facilement les applications de l'iPad sur le Mac. Et ça va marcher, ça va permettre aussi de créer un plus d'homogénéité entre les deux plateformes. Alors comment ça se traduit cette évolution vers plus de professionnalisme, vers plus de productivité, une évolution sensible de l'interface? Regardez un nouvel écran d'accueil avec notamment sur le côté, regardez un ajout de widgets tout simplement, la possibilité de mettre ici les fonctions qui étaient avant sur l'iPhone ou sur l'iPad séparées avec un tiret droit. Plusieurs possibilités de mettre plusieurs apps en slide over. Donc il suffit de lancer une première app ici. Voilà, vous avez par exemple Apple Music qui n'est pas forcément configuré. Et puis si je fais ça, vous avez par exemple Safari aussi. Et on va faire... Ah bah attendez, je l'ai mal fait, mais on va le refaire. Voilà, en slide over, je glisse. Elle vient là. Donc ça, on pouvait le faire auparavant, mais on peut la déplacer dorénavant ici. On le verra mieux sur la vidéo de Mac Forever, donc on va utiliser les vidéos de Mac Forever parce que c'est pas facile pour moi. C'est une vraie avancée en termes de productivité, ce point-là, Didier. On peut changer en switchant les fenêtres, mais c'est à la base, donc c'est pas facile de la main gauche. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, et ça fait longtemps, moi j'attendais ça. Je trouve ça bien qu'il y ait plus de souplesse parce que quand effectivement tu veux vraiment travailler un petit peu sur ces produits et que tu as plusieurs applis ouvertes, jusqu'à présent c'était quand même assez galère, hein, dès que tu avais plus de 2 applications, faut bien le dire. D'autant que là tu peux mettre 2 fois la même application, par exemple 2 fois fichier pour transférer des fichiers de l'un à l'autre. Donc toute cette approche-là offre deux enfin fenêtres plus Word de par souplesse. exemple, même pour taper. Voilà, il y a ça, des c'est choses le que vrai tu pouvais pas faire changement du tout avant. Donc, qui est intéressant. Ouais. Mais par contre, moi, je suis quand même assez perplexe sur toute cette gestuelle qu'il faut apprendre, puisque quand tu arrives devant cet iPad, tant qu'on t'explique pas comment tout ça fonctionne, quand même d'aller chercher ce petit truc en bas du slide over là, mais c'est quand même pas simple, c'est pas inné. Tu vois, c'est pas du tout comme tes fenêtres qui sont à l'écran, tu prends les côtés, tu les bouges et tout. Et du coup, là-dessus, je sais pas jusqu'où ils vont aller en fait. À la fin, il faudra avoir 4 doigts, 8 doigts pour faire. Il y a un langage des signes qu'il va falloir apprendre. Hein. On l'a vu notamment pour le copier-coller. Finalement, je sais pas, mais on a l'impression que c'est pas possible de faire du fenêtrage classique sur ces tablettes, alors que il y a eu des démos qui étaient tout à fait convenables et qui montraient que si on fait des bords un petit peu moins gros et puis que effectivement tu commences à pouvoir, on en parlera peut-être après, mais tu commences à pouvoir brancher une souris, tout ça, mais la souris c'est encore un gros point avec ton doigt, donc on est un peu à la croisée des chemins. On sent qu'ils cherchent un petit peu leur petit pour l'instant sur les interfaces. Moi je suis pas encore totalement convaincu. Un petit mot avec Stéphane, avec ses gros doigts. Sur l'iPad c'est plus facile parce qu'il y a une large interface, mais le copier-coller, le undo avec 3 doigts, donc il y a un nouveau langage des signes qu'on a précisé à l'instant. Didier, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un peu plus facile de sélectionner du texte qu'auparavant, c'est vrai que c'est plus réactif, mais ça demande quand même un apprentissage, il a raison. On est au début d'une nouvelle ère, tout simplement. Et là, on a un nouveau nom, iPadOS, qui n'est plus le même que iOS classique. On va passer à... Apple a pu constater que l'usage, aidé aussi par le succès de Microsoft avec sa Surface, faisait que maintenant on pouvait rentrer en entreprise sans aucun problème pour ceux qui le souhaitaient
Pour moi, la gestuelle va rentrer au fur et à mesure et je pense que ce n'est qu'un début, elle va s'améliorer, s'optimiser et je pense que même avec tes gros doigts et moi mes doigts très fins, nous allons finir par y arriver. Ce qui est assez sympa, qui illustre ce que vient de dire Stéphane Didier, c'est le nouveau clavier que maintenant peut être placé, il est moins monolithique, on peut le placer, on peut le garder en bas et puis le réduire, il prend la taille de celle de l'iPhone et ça c'est plutôt sympa Didier. Oui, parce que si par exemple tu es en train de je sais pas, de regarder un document qui est très gros et puis que tu veux pas que ton clavier il prenne les deux, enfin un bon tiers de l'écran, un bon quart de l'écran, ça dépend de l'iPad que tu as. Je dirais que c'est plus utile encore sur les petits iPads en fait où tu as moins de place. Ouais. Et vraiment ce qu'on attendait depuis très longtemps, Damien, c'est la possibilité de brancher, regardez, je l'ai branché ici, un disque dur ici en USB-C sur l'iPad Pro et via l'iFichier on peut vraiment browser toute l'arborescence de ton disque dur et travailler comme un ordinateur. Il y a deux éléments pour moi dans iPadOS qui font de l'iPad un mini ordinateur véritablement. On en a parlé il y a quelques instants, c'est l'aspect pouvoir lancer plusieurs instances d'un logiciel. Moi je voyais quand je travaillais sur plusieurs textes, plusieurs PowerPoint ou autres, c'est compliqué, ou plusieurs keynotes, compliqué de ne pas avoir plusieurs sessions, donc ça c'est génial. Et qui va de pair, bien sûr, fichier avec la capacité d'avoir accès à des éléments externes. Donc là, on est vraiment on est vraiment dans des réflexes de base, d'informatique personnelle, accéder à mes fichiers simplement, quels qu'ils soient, et pouvoir travailler sur plusieurs sessions de ce fichier-là ou de ces fichiers-là. Donc là, vraiment, pour moi, c'est la pierre angulaire du système. En revanche, comme tu le disais il y a quelques instants, Didier, on sent bien que comme ils ne veulent pas faire une rupture franche avec l'iPhone, ils font des entre-deux un peu bizarres. L'histoire de la sélection du multi-écran, j'avoue que c'est un peu tarabiscoté. Ouais, alors là, vous voyez, regardez, je ne sais pas si on le voit sur le plan large, mais on voit le disque dur GTEC que j'ai branché en USB-C. On voit même qu'il est partitionné en une version macOS et une version exFAT pour le brancher sur un PC. Et il reconnaît les deux partitions, donc c'est assez remarquable. Et fichier, en plus, peut accéder maintenant à des fichiers réseau, à des disques réseau. Donc là, on est vraiment dans le côté des serveurs, donc en l'occurrence, ou des NAS par exemple, chez moi, donc mon NAS chez moi ou en entreprise. Donc là, on voit bien véritablement qu'il y a cette volonté d'aller vers le standard de l'informatique classique. Et puis moi qui aime bien préparer les émissions, récupérer des vidéos, des images, on peut enfin, Didier, gérer les fichiers téléchargés depuis Safari. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait. C'est vraiment pratique. Et puis éventuellement les sauvegarder sur une clé et le placer à le réalisateur pour qu'il balance les images derrière moi. Donc on peut enfin travailler avec l'iPad. Quand même beaucoup de limitations, par exemple en Lightning. Donc tu sais que tu peux brancher des adaptateurs USB dessus, mais si tu le fais par exemple avec une clé USB sur un iPad Lightning classique, ça va pas fonctionner, sauf sur l'iPad Pro Lightning. Voilà, là on a réussi à mettre une clé USB, mais sur cet iPad Pro par exemple ça marche pas avec un disque dur parce qu'il n'y a pas assez d'alimentation. Il te dit il y a pas assez d'alimentation. Et du coup il faut des adaptateurs spéciaux sur lesquels il y a un port Lightning, donc sur lequel tu viens greffer de l'alimentation. Enfin, t'imagines en mobilité de balader avec une batterie pour du Lightning, enfin c'est impossible. Donc ça marche par contre très bien avec les iPad Pro. Là, on a tout qui branche, tous les disques durs et tout, ils sont assez bien alimentés. Par contre, ça prend pas en charge tous les systèmes de fichiers, notamment l'APFS d'Apple, qui est pourtant un système par défaut sur Mac iOS. Il les lit pas. Bon, je pense que ça va arriver, c'est une bêta. Et puis tu peux pas non plus les formater. S'il reconnaît pas le format, il va rien se passer. Donc voilà, on sent que peut-être d'ici la version finale, ça va évoluer. Et puis effectivement, peut-être à l'avenir aussi, ils vont un petit peu mieux gérer ça. Mais en tout cas, c'est super de pouvoir faire ça. Enfin, depuis le temps qu'on voulait ça. Oui, et puis accessoirement, si tu veux travailler sur ton iPad et que tu as connu comment la PAO, la gestion des polices, c'est assez utile. C'est une belle avancée également de l'iPad. C'était pas le cas auparavant. Mais là aussi, Steve Jobs, c'était Monsieur Police. Comment ça se fait qu'ils l'ont pas fait plus tôt ? Je pense que c'était peut-être aussi pour des problèmes de... Les polices, ça demande quand même pas mal de choses derrière, même en termes de stockage et tout. Donc ça c'est super cool. Là, de pouvoir répondre à un mail et faire un petit peu de mise en forme, par exemple. Ça peut servir. C'est des choses qu'ils ont rajouté derrière, mais c'est lié à ça aussi. Allez, dernier indice pour du rapprochement, en tout cas, de l'iPad avec le Mac, c'est le mode Sidecar, que moi j'utilisais déjà depuis longtemps avec... l'application Dual Display que j'adorais. Donc il y a l'équivalent maintenant qui est intégré à l'iPad et à la future version de macOS Catalina. Voilà, j'ai oublié le nom de la... Je la connais parce que je l'ai... Oui, tu l'as installé à tes dépens. Donc on peut enfin utiliser un pencil sur l'écran de l'iPad avec Photoshop sur son Mac. Et c'est un peu l'idée, Stéphane. C'est l'idée, et moi je suis pas un fan du pencil depuis bien longtemps parce que pour moi je trouve que c'est un truc en plus, mais bon voilà, mais c'est vrai que Pourquoi un Mac tactile, ça commence à venir. Ça commence à venir, et je pense que Apple aura été un merveilleux suiveur de Microsoft pour le coup. Bah oui, Microsoft Surface, ils ont fait ce pari-là, mais est-ce que ça, Damien, tu sais que moi c'est un peu mon cheval de bataille en me disant mais
allons-y, n'imposez pas des usages à vos utilisateurs. Le tactile, Apple a été le premier à le généraliser avec l'iPhone, avec les doigts, sans passer par le stylet bien sûr, avec le multitouch en tout cas, avec l'arrivée de l'iPhone en 2007. Et puis on voit bien qu'ils ne veulent pas y aller dans le Mac. Non. Ils disent que c'est pas... Mais on sent que ça va aussi dans le sens de l'histoire, qu'un jour il va falloir y aller. Et la tentative qui est faite aujourd'hui de rapprochement avec Sidecar, on sent bien qu'ils essayent des choses. On voit bien que la touch bar pour l'instant, c'est plutôt... La touch bar, c'est un truc bâtard qui est très bien foutu d'un point de vue technique, mais qui n'est pas du tout exploité Et ou on a vu qu'il exploitable. est pour l'instant limité à une seule catégorie de machine qui est le MacBook Pro Oui. et nulle part ailleurs. Même le Mac Pro dont on a parlé brièvement, dont on reviendra la semaine prochaine, n'en dispose pas. Donc Pourtant, techniquement, ils ont vraiment travaillé le truc. et c'est un écran tactile. Et c'est un écran tactile. Oui, mais pendant longtemps, le présupposé était de dire les gens ne veulent pas mettre le doigt comme ça sur l'écran et travailler dessus, etc. Moi, j'y crois pas à cette raison-là, puisque je l'ai essayé sur des PC et ça marche plutôt bien. En Puis, revanche, tu essaies avec tes enfants, tu t'aperçois qu'ils ont ce geste direct de ah ben, je toucher vois l'écran. ma fille, mais c'est juste dingue, j'ouvre mon Mac, elle met le doigt, elle me dit ah mais ça marche pas. Ben, C'est quoi, une oui, ma souris chérie, c'est Un mulot, ma chérie. c'est pas un iPad. En revanche, là où je suis complètement d'accord avec Apple, et c'était ce qui n'a pas vraiment marché au début avec Microsoft, c'est l'adaptation de l'OS et de l'interface utilisateur. C'est vrai. Et très clairement, macOS, tout comme Windows, c'est pas fait pour du tactile. Donc par conséquent, l'idée de dire on a un OS qu'on a travaillé dans ce sens-là, qui est celui de l'iPhone, et d'ailleurs à l'origine, le tout premier iPad, on se disait que c'était un grand iPhone, le tout premier. Tout à fait. Donc le fait d'aller dans une logique d'avoir un OS tactile vraiment fait pour ça, à mon sens, c'était dans le bon sens, c'était logique. Et ce qui est intéressant maintenant à voir, c'est le point de connexion entre les deux. Donc on voit la tectonique des plaques qui commence à se rapprocher. Je pense qu'ils les fusionneront pas, mais en revanche, on voit bien qu'ils prennent chez l'un chez l'autre pour arriver à acclimater petit à petit l'un et l'autre. Ouais. Donc il y a quelque chose qui se passe qui est intéressant. Et je pense en revanche que l'iPad Pro est vraiment une très très bonne machine en termes de puissance et d'habitabilité pour faire en sorte de travailler au tactile. Alors on s'aperçoit, Didier, tu auras le mot de la fin là-dessus, que Apple est en train de détricoter un petit peu, c'est dur à dire, l'iPad pour le rendre plus pro, en disant partant d'une interface tactile pour la rendre multi-fenêtre, un peu qui ressemble un petit peu à macOS, plutôt que d'essayer de rendre tactile macOS. C'est un petit peu le sentiment qu'on a aujourd'hui. Oui, bah, d'ailleurs, juste pour finir sur Sidecar, en fait, tu peux pas l'utiliser avec les doigts sur l'iPad. Non, Ils ont bloqué la fonction. C'est-à-dire que ça marche qu'avec le stylet. C'est un argument Tu vois, pour Duet. ils ne Gardez veulent Duet. pas- Ils veulent pas qu'on mette les doigts dessus sur les écrans du Mac. C'est quand même marrant, quoi. Mais Ouais. donc pour un petit peu conclure, moi je suis assez d'accord avec ce que disait Damien au début, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens pour lesquels l'iPad ça suffit ou ça suffisait pas tout à fait. Donc il fallait des petites choses, de l'échange de fichiers. Il fallait par exemple pouvoir faire tes présentations, de pouvoir aller jongler un petit peu avec les applications. Donc ça, ils sont en train d'aller au bout de ça. Ça va mettre encore quelques années. Et pour autant, je trouve que plus l'iPad se rapproche du Mac, plus il s'en éloigne finalement, plus finalement ça sépare un petit peu les publics, où on va avoir des gens qui vont être vraiment sur de la productivité. Voilà, quand tu fais du Excel, par exemple, j'ai essayé de faire du Excel sur l'iPad, t'y arrives pas. Non, t'y arrives C'est pas. pas possible, quoi. Il y a des trucs comme ça fonctionne pas. Tu peux pas faire la programmation, c'est un petit peu compliqué. Il faut rajouter des claviers, faire du montage vidéo, ça va pour des petits montages rapides. Mais au bout d'un moment, l'écran est trop petit. Enfin, il y a plein de choses qui fonctionnent pas. Donc voilà, ils sont en train de rationaliser un petit peu toutes ces fonctions, de trouver leur public. Et je trouve que c'est très bien. Et quand tu vois les gens d'ailleurs qui utilisent les iPads au quotidien dans leur job, ils sont ravis en général. Ils te disent pas je veux plus de Mac ou quoi que ce soit. Ils sont juste ravis du produit. Et je pense que ça suffit. En fait, l'iPad se suffit à lui-même et faisons-le évoluer dans ce sens-là, quoi. On pourrait tout à fait imaginer pour Très bien. finir que un jour l'iPad Pro, on va dire, vienne cannibaliser, voire peut-être remplacer l'entrée de gamme du Mac. Pourquoi pas, après tout. C'est ce qu'ils essaient de faire un petit peu, Avec on un voit. positionnement très pro, on va dire, du MacBook Pro, de l'iMac Pro, donc un positionnement beaucoup plus productivité accrue, hard productivité, on va dire, et sur tout ce qui représente 80-90% de nos utilisations. L'iPad Pro, Le nouveau rebaptisé MacBook Air. peut-être iPad, C'est ça, sera. c'est ça, le nouveau MacBook Air, en clair. C'est ça. Peut-être, ouais, dans Ouais. quelques années peut-être. Allez, nous aurons l'occasion de revenir sur le rapprochement entre l'iPad et le Mac la semaine prochaine. Nous reviendrons donc cette fois sur macOS Catalina et l'annonce phare de cette WWDC, le nouveau Mac Pro. On va se faire plaisir la semaine prochaine. Allez, encore un petit mot pour notre sponsor SanDisk qui a fait l'amitié d'être partenaire cette semaine encore une fois. Je vous rappelle que SanDisk commercialise une clé qui s'appelle la Expand Flash Drive qui a pour particularité de se brancher sur le port Lightning de votre iPhone pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go et stocker vos photos, vidéos ou films. Pratique, on peut enregistrer directement un cliché sur la clé sans encombrer la RAM de son iPhone. Voilà qui est bien pratique en effet. Place à maintenant à vos coups de cœur.
Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Virgile, bien sûr. Mon coup de cœur cette semaine, c'est une application pour iPhone qui est gratuite. C'est To Do Movies. C'est pour faire des listes des films qu'on veut voir ou qu'on a vus et dont on veut se souvenir. Ouais. Dessus, on a des petites fiches sur les films, sur les acteurs qui jouent dedans, réalisateurs. On peut voir la bande-annonce. Et puis voilà. Enfin, du coup, c'est assez cool. Et pour trouver des idées de films à regarder aussi, il y a des listes qui sont préétablies. Et au final, on peut regarder un peu ce qui peut nous intéresser et les mettre dans les listes des films à voir. Donc To Do Movies, merci Virgile. De ton côté, Didier, quel est ton coup de cœur cette semaine? Bon, je vais pas te voler le tien, parce que les Power Beats, je les ai trouvés super. On a fait une petite vidéo là-dessus, donc je te laisserai en parler après. Moi, tu vois, c'est bientôt l'été, donc ton Mac il va chauffer, donc tu vas devoir l'ouvrir pour le nettoyer, hein, ce que tu fais tous les ans. Et pour ouvrir un Mac, il faut des clés spéciales, des tournevis spéciaux. Et en fait, je trouve ça super d'avoir toujours dans un coin ce petit kit iFixit. Alors, il y en a à partir de 30 €. Celui-là, je crois qu'il est un peu plus cher, il est autour de 50-60. Puisqu'ils ont en fait tous les types de vis qu'utilise Apple, aussi bien à l'intérieur des machines. Par exemple, si tu veux mettre de la RAM dans ton Mac Mini, si tu veux juste épouster un petit peu ton MacBook Pro. Et ça, c'est vraiment l'outil hyper pratique, et il sert à plein de choses, parce qu'en fait, c'est des très très bons outils qui peuvent, j'en sais rien, si tu fais un petit peu de bricolage chez toi. Donc des fois, il te manque les petits tournevis, les petites croix comme ça, ou ceux que tu trouves pas forcément facilement dans le commerce. Donc vraiment très bien, je trouve le rapport qualité-prix est excellent. Et puis en plus, il y a plein de tutos sur le net, sur le site en fait d'iFixit, pour t'aider justement à démonter tes Macs. Il faudra que tu m'aides à démonter mon vieil iMac. Je sens qu'on va avoir du boulot ensemble. Damien, ton coup de cœur cette semaine? La grande bataille des podcasts est lancée. Oui. Et donc en France, on a 2 acteurs qui viennent d'arriver, 2 applications, Sibel et Magellan. Donc Sibel et Magellan qui ont un positionnement un peu différent, mais pour faire très simple, en gros ils se positionnent chacun comme un peu une sorte de mélange entre du Molotov, du Netflix, du Spotify, du podcast. Sibel produit des contenus inédits de podcast. Magellan en fait quelques-uns, mais essaye surtout d'être un grand agrégateur. On sent bien qu'ils veulent aller aussi vers ça. Quand même. Et ils veulent essayer d'aller vers ça, et tous les deux veulent proposer notamment des offres gratuites, des offres payantes, et aussi faire en sorte de proposer de l'inédit et d'être le point de passage obligé, parce qu'aujourd'hui c'est un peu le Far West, donc de devenir l'acteur incontournable, où on va avoir notamment, à terme on peut imaginer des offres de paiement, des offres diverses et variées pour les annonceurs. Oui, il y a beaucoup d'appétence aujourd'hui autour du podcast. On en est plutôt heureux parce qu'on a été peut-être les premiers, il y a très longtemps, presque 10 ans pour en faire le Mac aujourd'hui, à lancer un podcast vidéo à l'époque, ce qui était vraiment un ovni. Donc on est plutôt ravis qu'on redécouvre les vertus de ce podcast aussi bien en vidéo et en audio. Vous verrez qu'on vous réserve nous aussi quelques surprises dans ce domaine, mais on se donnera plutôt rendez-vous à la rentrée. Stéphane, c'est ton coup de cœur, ces lunettes de soleil dans un plateau? Olivier, oui, il y a trop de... Ouais, trop de lumière? Trop de lumière, oui. Ouais, t'as mal aux yeux? Qu'est-ce que c'est, Rally? Oui, non, mais en fait, c'est un vrai... Alors là, bon, je dis pas que mes autres coups de cœur n'étaient pas des coups de cœur. Mais un peu quand même. C'est tous des coups de cœur, mais celui-là, c'est un vrai coup de cœur. Vraiment, je m'attendais pas à... Alors c'est sûr que c'est très saisonnier, parce qu'il faut qu'il y ait un peu de soleil. Oui, habiter. En ce moment c'est un peu dur, mais c'est un peu dur, voilà. Et donc voilà, ce sont des lunettes sonores que vient de sortir Bose. Et en fait, ça utilise la conduction osseuse. Ouais. C'est-à-dire que là, je peux mettre un morceau, je peux parler à quelqu'un, parce qu'il y a un micro, et ça ne couvre pas ma voix. Tu n'entendras pas, ça ne couvrira pas ta voix. Je mets de la musique pour voir si on entend bien. Je vais mettre de la musique. Il y a ton micro qui est pas dans ta bouche et tes oreilles, donc on va voir. Donc le micro va peut-être là, mais là, je ne sais pas si le réalisateur va être content de ce que je fais, mais... Non, j'entends rien, personnellement, sur le retour. Là, ça marche? Il y a une tente de musique. Il y a de la musique, là. Ah, j'entends rien. Et puis, tu sais que c'est pas mal, ça permet à des gens qui n'ont pas d'oreille externe aussi d'avoir la stéréo. Ah ouais? Ou même d'entendre tout simplement. T'attends pas, pardon? Non, vas-y. Là, t'as un appel. Il va falloir se mettre en mode avion. Voilà, hop. Il y avait de la musique là. Ouais. Voilà. Il y a de la musique et on n'entend pas ce qu'on. Et en termes de qualité d'écoute, la qualité, c'est la qualité. C'est bluffant. La qualité Bose. Tu m'entends parler? Ah, je t'entends parfaitement. Et la qualité Bose est là, et je peux juste vous dire un truc, c'est que c'est un véritable truc game change. Ah, franchement, c'est incroyable. Moi, j'avais essayé des casques déjà de conduction osseuse, mais là, c'est génial. Et ce qui se passe, vous voyez là, c'est que tout le monde veut les essayer. J'ai une de vue, mais non, je regarde les branches. Ouais, d'accord, tout est dans les branches. Quand même, c'est assez fabuleux. Ouais, c'est assez design. Rappelle-toi les. Il y a deux formats. C'est très gros là. Il y a 2 formats. C'est le format qui ressemble plus aux lunettes de notre cher étant présentateur. Ouais. Et là, c'est bon, t'entends la musique? Non, parce que t'as mis. Ah oui, parce que oui. Tiens, voilà. Tiens, vas-y. Ah ouais.
Et là, j'ai J'aime bien toi. mais j'ai mis un peu fort, mais non, mais tu vois, c'est pas mal. Hein. C'est assez exceptionnel. Ouais, je trouve que le son est bon, mais il est assez. Ça manque un peu de. Tu vois, il est un peu. Ça manque de relief. Ah, voilà, ouais. je cherchais. Mais c'est Ouais. le propre de la T'as un conduction. petit côté Jean-Pierre Coff aussi là dans le truc, avec Non, surtout avec mais les lunettes. ça Là. Ah, coûte mais- combien Oui, Attends. c'est génial. Ah, Ça mais vaut non, on n'entend rien. 229, ça vaut 229 €. Ouais, et ça s'appelle comment? Donc les Bose Frames. Bon, alors je sens qu'on vous réserve une petite émission spéciale avant de partir en vacances. Avec tous les objets geeks pour partir en vacances, je pense que ça va. Celui-là, je pense, c'est même pas en A. Ah, mais celui-là, il est Vous génial. pouvez y aller sans hésiter et vous ne serez pas déçus. C'est totalement bluffant. Et je pense qu'il y a un avant et un après, tout simplement. Ah, carrément. Ouais. Bon. J'ai laissé tomber mes AirPods. Alors combien tu as dit le prix? 229 €. Ah, je suis plus cher moi. Donc ça c'est le. C'est Apple, c'est normal. Oui. Ah, mais sur la plage, ça va être C'est Beats, c'est extraordinaire. les nouveaux Power Beats Pro. Hein, c'est la déclinaison des casques de sport de chez Beats, mais la version sans fil, sans le câble. Hein. Regardez si j'ouvre, si j'y arrive, sans les casser. Si j'ouvre la petite boîte qui fait office de chargeur, vous voyez bien qu'il n'y a plus de câble et il y a toujours le contour qui les maintient. Donc c'est vraiment taillé vraiment plutôt pour les sportifs. Je suis incapable de les remettre parce qu'évidemment, je viens de les recevoir, mais c'est pas grave. Je les ai quand même un petit peu écoutés tout à l'heure. Évidemment, l'avantage, c'est que c'est des casques intra-auriculaires. Moi, j'aime pas trop, mais c'est vrai qu'en termes de restitution de bruit, c'est meilleur. Les basses sont plus présentes. Il y a plus de relief. Hein, donc, en termes de son, c'est meilleur. Et puis surtout, le point fort, c'est l'autonomie, hein, beaucoup plus importante que celle des AirPods. Et ce qui est là, 9 heures d'autonomie pour les Power Beats Pro. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la charge rapide. C'est-à-dire, vous posez au moment de partir faire du sport, et c'est un peu l'argument de vente de Beats, vous vous rendez compte que vos AirPods, ils n'ont pas d'autonomie, donc il faut les charger ou il faut mettre le câble USB. Là, en 5 minutes de charge, vous avez 1h30 d'exercice, 1h30 d'écoute. Donc ça, c'est juste une bonne idée. Ce qui explique que le truc soit assez costaud. On peut pas forcément le mettre dans la poche. Mais en tout cas, toutes les personnes à qui je l'ai montré ont plutôt été convaincues. Pour le sport, en tout cas, ça s'appelle les Power Beats Pro et ça coûte 249 €. C'est vrai que c'est pas donné. Ça existe en noir et en blanc. Autre chose à ajouter, messieurs? Vous revenez la semaine prochaine? Avec joie. Allez, Ouais. avec plaisir. Bon, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de macOS. On va revenir sur Catalina, on va revenir sur le Mac Pro. On va essayer d'en savoir plus. Cette machine qui semble prometteuse, mais très 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 onéreuse. Hein. Soyez au rendez-vous. Et si pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne d'une émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur le petit pouce. Et n'oubliez pas également la petite cloche pour être prévenu en temps réel qu'une émission a été mise en ligne avec une petite notification. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.